Très bien, les amis, bon vendredi à tous. D'autres conseils intéressants continuent d'arriver. Il semble que cette entreprise, Satis, cette société française, ait ouvert tout un nouveau champ de possibilités dans cette affaire d'assassinat de Charlie Kirk. Et je dois vous dire que je ne pense pas qu'il se soit contenté de peindre des avions cette année. En réalité, nous avons appris que juste avant l'assassinat de Charlie, il y avait en fait un exercice militaire conjoint qui avait lieu, en lien direct avec l'endroit où l'avion jaune égyptien a atterri en route vers Provo. Il faut absolument qu'on continue. Les sionistes sont furieux. Je ne sais pas pourquoi cette enquête a vraiment mis les sionistes hors d'eux. Je pense que c'est parce qu'on se rapproche et Charlie voudrait effectivement qu'on continue, Max. Alors, bienvenue de nouveau sur Candace. D'accord, donc cette interview que j'ai faite avec Charlie, à l'époque où mon émission était sur le réseau de Prageru, devient de plus en plus prophétique. À la fin de chacune de ces interviews, je posais les questions de mes téléspectateurs à la personne que j'interviewais. Et voici la question qui a été posée à Charlie, et voici comment Charlie a choisi d'y répondre. Écoutez bien. D'accord, qui est, je le sais déjà, tu en as déjà un peu parlé, ta personnalité historique préférée de tous les temps? Est-ce Milton Friedman ou y a-t-il quelqu'un d'autre? Jésus-Christ? Oui, je dirais que je dois toujours dire Jésus-Christ, probablement. Waouh, c'est une excellente question. Personnage historique? Alors, juste pour le plaisir, disons avant 1850. D'accord, il modifie votre question. Oui, qui que ce soit. C'est Suzy de Buffalo. Je suis vraiment désolé. Oui, exactement. C'est incroyable, n'est-ce pas? C'est Mensa. Je plaisante. J'adore donc les pères fondateurs américains. Ben Franklin, j'ai toujours beaucoup apprécié. Vous savez, George Washington, Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, je pense que c'est trop cliché. Donc, l'un de ceux que j'apprécie vraiment et dont j'aime apprendre, c'est Jules César. Je pense que c'est l'une des figures historiques les plus intéressantes. Si vous voulez parler de quelqu'un qui a vécu une vie bien remplie, c'est Jules César. De la conquête de la Germanie du Nord à la survie et la victoire lors d'une guerre civile romaine, en passant par une alliance inhabituelle et la répression d'une rébellion avec Cléopâtre. Jusqu'à finalement mettre fin à la République romaine, fonder l'Empire romain, puis voir ceux dont il avait le plus bénéficié se retourner contre lui. oui. Je pense qu'il y a quelque chose de très tragique et de très intéressant là-dedans, donc je pense que c'est l'un des plus intéressants. Et si l'on peut apprendre quelque chose sur l'humanité, on peut l'apprendre à travers le prisme de Jules César. Eh bien, c'est vraiment quelque chose de l'entendre dire ça. Ceux qui ont le plus bénéficié de lui se sont retournés contre lui. Gaius Julius César, c'est exact, un général qui avait légitimement gagné le respect du peuple en les menant à travers les guerres des Gaules, un homme d'État, et enfin un dirigeant qui au final a été trahi et assassiné de façon célèbre par ceux-là même qu'il avait contribué à élever. Un complot, une conspiration pour l'assassiner qui impliquait de nombreuses personnes, des politiciens bien sûr, des sénateurs, des militaires, des amis proches et des confidents. Le plus célèbre d'entre eux étant bien sûr Brutus. Certains récits affirment même qu'ils considéraient Brutus comme un fils. C'est dire à quel point ils étaient proches. Bien sûr, cela n'a pas empêché Brutus de lui enfoncer le couteau dans le corps. Jules César a été poignardé 23 fois par des sénateurs. Et bien sûr, Brutus a donné lieu à la fameuse expression shakespearienne « Et toi aussi, Brutus ». Et toi aussi, vous deux? Waouh, toi. Je me suis retourné contre moi-même aussi. Alors pourquoi César a-t-il été assassiné? Parce que je ne sais pas. Il était trop bon, trop adoré, trop respecté par le peuple, de ce fait une menace en quelque sorte pour l'ordre établi, l'establishment politique. Elle n'aime pas voir quelqu'un gravir les échelons et atteindre ce qu'elle perçoit comme un pouvoir qu'elle ne peut contrôler. Oui, la Bible est très claire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil et il semble que l'histoire soit de nouveau présente. Judas. Brutus, dans le futur, quand nous aurons quitté ce monde depuis longtemps, à votre avis, qui sera la personne dont on se souviendra le plus pour cet acte de trahison envers Charlie? Pas moi, ça c'est sûr. Ce ne sera pas Candace Owens, d'accord? Personne ne dira « et toi, Candace, et toi ». Je peux vous dire qu'en ce moment, au sein du gouvernement, il y a une véritable panique. Il y a de vraies discussions en cours concernant les avions égyptiens.
On m'en a informé hier soir. Parce que j'ai le sentiment qu'ils détiennent la clé pour résoudre l'assassinat de Charlie. Les médias essaient sans cesse des méthodes étranges pour les discréditer. Et nous allons le découvrir. J'ai toujours été convaincu depuis le début que ce ne serait pas une histoire d'assassinat à la JFK. Nous allons découvrir qui était ce dignitaire étranger qui s'est rendu au 920 North King le matin de l'assassinat de Charlie. Qui a pris l'avion depuis Provo et a atterri à Wilmington, dans le Delaware, le matin de l'assassinat de Charlie? C'est une question très importante à laquelle il faut répondre. Je dois vous dire que nous avons reçu un autre email, cette fois de la part de quelqu'un dans l'armée, qui nous a informé d'un autre élément que nous avions manqué et qui pourrait être crucial pour ce puzzle, en nous incitant à examiner de plus près cette escale d'une heure lorsque notre avion jaune SUBTT, numéro d'immatriculation, est entré aux États-Unis le 4 septembre. Vous vous souvenez peut-être qu'il s'est arrêté seulement 1 heure à Minot, dans le Dakota du Nord, où j'ai appris qu'il y avait une base de l'armée de l'air. D'ailleurs, il n'y a pratiquement que la base de l'armée de l'air là-bas, avant que l'avion ne poursuive sa route vers Provo. Et ici, je vais vous lire l'email que j'ai reçu. Il dit « Bonjour Candace, je suis blanc. L'un des bons. Membre de l'armée, l'un des bons. Je pense qu'une des choses à ne pas négliger ici, c'est l'escale de BTT à Minot, dans le Dakota du Nord. Pourquoi s'arrêter là le 4? Pourquoi ne pas aller directement à Provo? Non seulement Minot possède un bureau du FBI, mais il y a aussi une base de l'armée de l'air parmi d'autres occupants. Cette base de l'armée de l'air abrite le 891e escadron des forces de sécurité des missiles, une force de sécurité mixte militaire et civile qui venait tout juste de terminer l'opération Valhalla, un exercice d'entraînement au Minnesota. Du 24 au 29 août, où les forces de sécurité s'entraînent notamment au tir longue distance, entre autres activités. Souvenez-vous, le 12 septembre, lorsque Kash Patel a terminé sa conférence de presse en disant, je cite, « Enfin, à mon ami Charlie Kirk, repose-toi maintenant, mon frère. Nous montons la garde et je te verrai à Valhalla. » Oui, c'est une chose très intéressante à dire. Je ne crois pas aux coïncidences. C'est ainsi qu'il a terminé l'email où il me disait de continuer le bon travail. Nous avons donc enquêté là-dessus et ce fait s'est avéré exact, n'est-ce pas? Peut-être pas. C'est bel et bien le lieu de ce que nous vous disons. D'ailleurs, je ne savais rien sur la ville de Minot. Je peux vous dire que le Dakota du Nord, en général, n'est pas un État très peuplé. Environ 750 000 personnes dans tout l'État. Et à Minot, il n'y a que 45 000 habitants. Et cela inclut 5 000 personnes qui sont stationnées là-bas à la base aérienne de Minot. Et c'est bien là, comme il l'a indiqué. Le siège d'un centre de commandement mondial des frappes qui organise des exercices conjoints entre plusieurs pays. Et nous pouvons vous montrer ici même que, dans les semaines précédant l'assassinat de Charlie, je veux dire littéralement comme il le dit, les 24 et 29 août, l'opération Valhalla a eu lieu dans l'État voisin du Minnesota. Donc, ils ont emmené les gars de Minot et les ont conduits au Minnesota, et cela incluait les militaires et, fait notable, des civils. Ce qui est intéressant, c'est justement la présence de civils, et ils se sont entraînés du 25 au 29 août. Et nous pouvons en lire les détails ici. Et par détail, j'entends ce que le public a été informé concernant l'objet de leur entraînement. D'accord, donc ceci se trouve sur le site web de la base aérienne de Minot. Il est indiqué que l'opération Valhalla Strike était un entraînement d'1 semaine au cours duquel le 891e escadron de la base aérienne de Minot, dans le Dakota du Nord, s'est rendu au centre d'entraînement de Camp Ripley. Dans le Minnesota, du 24 au 29 août 2025, l'entraînement avancé était axé sur la défense au sol à partir de l'air et les tactiques de sécurité nucléaire qui constituent le cœur de la mission de l'escadron. L'entraînement, appelé Opération Valhalla Strike, a permis à l'unité de remplir des exigences impossibles à réaliser sur la base aérienne de Minot, notamment des exercices de tir réels à pleine distance. Le camp Ripley offrait des champs de tir à pleine distance, ce qui a permis aux défenseurs d'affiner leur précision au fusil et leur maîtrise de la mitrailleuse, dépassant ainsi les capacités des champs de tir standards de 25 mètres de l'US Air Force.
D'accord, l'escadron de plus de 250 aviateurs et civils dévoués soutient la mission de dissuasion mondiale de la 91e escadre de missiles en défendant les États-Unis avec la première force de missiles balistiques intercontinentaux prête au combat au monde. OK, super. Et oui, c'est sûrement une pure coïncidence que Valhalla, ce qui a paru étrange à tout le monde. Et il continuait 33 heures, 33 heures, 33 heures. C'était comme s'il y avait une conférence de presse destinée au peuple américain, mais qu'il envoyait en réalité des signaux à d'autres personnes du cercle pour qu'elles comprennent ce qu'elles devaient savoir sur ce qui s'était passé. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce que j'ai ressenti à propos de la conférence de presse de Kash Patel et des choses qu'il disait. Il y avait quelque chose d'étrange là-dedans. 33 heures, 33 heures. Et bien sûr, oui, il a dit quelque chose à propos de Valhalla. Écoutons ce qu'a dit Kash Patel. Enfin, à mon ami Charlie Kirk, repose-toi maintenant, mon frère. Nous montons la garde et je te verrai à Valhalla. C'est probablement juste une coïncidence, les amis, que cette opération s'intègre aussi parfaitement dans notre chronologie. J'adore les chronologies bien ordonnées. Alors, remettons ça à l'écran. Je vais aussi apporter quelques corrections à ce que j'ai dit hier. Tout d'abord, le 20 juillet, nous avons parlé de BTT qui a effectué son plus long voyage. C'est exact. Depuis le Caire, il est passé par Paris, puis il est allé à Omaha, dans le Nebraska. Je crois qu'hier, j'ai dit qu'il était resté 6 jours à Wilmington. Non, il n'est resté à Wilmington qu'une seule nuit. Il est resté dans le Nebraska pendant la plus longue période jusqu'à présent, avant de repartir. Du Nebraska, plus précisément de Lincoln, Nebraska. Et cette période de 6 jours passés dans le Nebraska pourrait en fait nous donner un indice, car pendant cette période, le 22 juillet, le secrétaire d'État du Nebraska, Bob Evans, a annoncé qu'ils allaient organiser une délégation commerciale et d'investissement à destination du Caire, en Égypte. Quelles sont les chances? Vous avez cet avion venant du Caire, en Égypte, et nous allons afficher cela pour vous montrer. Et soudain, vous avez ce type, Bob Evans, qui dit « Ouais, tu sais quoi? Allons-y, planifions un voyage au Caire et voyons si on peut faire des affaires avec eux. » Je vais vous laisser écouter. Je crois qu'on a un extrait d'actualité qui va vous montrer que cela s'est bien produit. Le secrétaire d'État du Nebraska, Bob Evans, invite les chefs d'entreprise et les leaders de l'industrie à participer à une mission commerciale et d'investissement en Égypte plus tard cette année. La position de l'Égypte en Afrique du Nord en fait une porte d'entrée idéale pour faire des affaires dans la grande région du Moyen-Orient, et notre État excelle dans plusieurs secteurs dans lesquels l'Égypte souhaite investir, notamment les produits agricoles, la fabrication, la gestion de l'eau, la technologie médicale et bien d'autres. La mission est actuellement prévue du 26 octobre au 2 novembre. Cependant, les dates sont susceptibles d'être modifiées. Les personnes intéressées à rejoindre la délégation en Égypte peuvent consulter le site du secrétaire d'État ou contacter le bureau pour en savoir plus. Je veux dire à mes compatriotes du Nebraska que nous devrions revoir le planning et vérifier avec qui nous avons rencontré, car il me semble que cette idée pourrait être liée à nos avions. Je ne pense tout simplement pas que les gens du Nebraska se disent « Eh, on devrait aller au Caire, en Égypte ». Et il se trouve que cela coïncide avec cet avion qui arrive, littéralement le même jour. Aussi, petite correction, je crois qu'hier j'ai dit que Tucker avait parlé le 18 juillet. En réalité, il a parlé le 11 juillet. J'ai juste un peu copié-collé ça de travers, donc nous avons corrigé cela. Bref, oui, on peut voir maintenant que nous avons ajouté cet élément. Ce Valhalla figure désormais sur notre chronologie du 24 au 29 août. Ils ont cette opération conjointe Valhalla qui se déroule à Camp Replay, et là, on commence vraiment à être serré niveau timing. On parle de... Il reste moins de 12 jours avant que Charlie Kirk ne soit assassiné. Et voilà ce que j'espère que vous voyez ici, pourquoi j'ai dit que c'était si clairement une opération militaire. Tout dans cette histoire est militaire, d'accord? Nous recevons des informations, et nous en avions déjà reçu que j'avais ignorées auparavant, selon lesquelles la Légion étrangère française serait impliquée d'une manière ou d'une autre dans cet assassinat. Le temps nous le dira, d'accord? Et je présenterai cela de façon plus formelle lorsque j'aurai le sentiment que nous avons des preuves concrètes.
Mais nous avons commencé à partager des informations avec d'autres créateurs de contenu parce qu'il y a quelque chose dans cette histoire qui fait penser que garder l'information pour nous ne nous aidera pas. Dès que nous l'aurons, nous devons le diffuser auprès des personnes en qui nous avons confiance, celles qui se battent réellement pour Charlie, celles qui vont jusqu'au maximum et disent la vérité en cette période de terribles mensonges. Est-ce que je peux affirmer avec certitude? Voici pour l'instant la liste des contacts militaires. Cette histoire est tout simplement trop longue, d'accord? Charlie Sargent, Dr. Lee Trotter, le chirurgien présumé qui aurait parlé du miracle, on suppose qu'il a parlé du miracle. Le 30 juin, encore une fois, cela n'a pas été confirmé, mais nous sommes assez sûrs de nous. Voici notre homme qui se trouve être un pilote ayant effectué son internat sur une base aérienne. Ah d'accord, c'est intéressant. Nous vous avons dit que Deidre Amaro, Dr. Deidre Amaro est la médecin légiste de Charlie, dont ils ont curieusement évité de parler publiquement. Oui, je t'ai dit qu'elle est aussi major dans l'armée. À qui l'aurait cru? Andrew Colvett, évidemment. Son frère et son cousin sont capitaines dans l'armée. C'est un fait. Frank Turek, qui était présent lors de l'assassinat, est officier de l'aéronaval. Ses fils sont dans l'armée de l'air. C'est un fait. McCoy vient du renseignement naval avec une expérience dans les opérations psychologiques grâce à son grand-père. Célèbre, en fait, comme on peut s'y attendre, les McCoy sont célèbres. Il y avait même une flotte de navires nommée d'après les McCoy, un nom très haut placé dans l'armée. La vidéo, les deux seules vidéos que nous avons qui auraient été enregistrées, soi-disant, du tireur, tout d'abord, la vidéo de lui en train de s'enfuir après le tir, il court beaucoup trop vite. S'il était vraiment accroupi, en train de tirer, c'est du bon sens, c'est trop rapide. On ne peut pas se mettre à sprinter aussi vite pour quiconque a déjà tiré avec un fusil. Vous le savez, on ne peut pas passer d'une position accroupie à un sprint complet en une fraction de seconde. Eh bien, cette vidéo a été enregistrée par une personne qui est dans le ROTC. J'ai retrouvé cette personne très étrange. Elle ne voulait pas être impliquée et a fait passer la vidéo par 3 personnes avant de la publier sur Internet. Et puis elle est amplifiée. Et c'est cette vidéo que tout le monde voit. C'est censé nous faire croire qu'il y avait vraiment quelqu'un sur ce toit. Ensuite, il y a une autre vidéo, la deuxième vidéo, où l'on voit le gars allongé avant le tir. C'est ça. Celle-là aussi a été enregistrée par une personne de l'armée qui enseigne réellement le tir. Donc ce n'est pas un campus militaire, les gars. Burton Hibbs Butch, le frère du pasteur Jack Hibbs. Jack Hibbs appelle Charlie. Il lui dit « Hey, est-ce que mon frère peut venir? Est-ce que mon frère peut venir t'écouter parler? » Je suppose que, peu importe, c'était un foyer d'agitation. Les personnes âgées adorent Charlie Kirk dans l'Utah. C'était très difficile de trouver un étudiant qui, ce jour-là, était simplement sur le campus et est allé écouter Charlie parler. Probablement parce qu'ils ont à peine fait de la publicité pour cet événement pour une raison évidente. Je pense qu'ils voulaient contrôler qui était présent. Et il aurait pu y avoir beaucoup de personnes présentes qui étaient des militaires sous contrôle. C'est mon point de vue. Mais Burton Hibbs, surnommé Butch, est le frère du pasteur Jack Hibbs. Évidemment, ce sont, comme je vous l'ai montré, des fils d'un chef de l'armée de l'air. Tyler Robinson est un scout dont l'oncle Mitchell pourrait être apparenté. Des gens ont... J'ai trouvé ça sur Internet et je n'ai pas de photo à vous montrer aujourd'hui. J'aurais dû la prendre. Amber Robinson, il n'y a que des photos d'eux en visite. Et l'oncle Mitchell, est-ce le Mitchell qui l'aurait soi-disant convaincu de se rendre? Qui travaille. Il est très impliqué dans l'armée. Je crois qu'il est impliqué dans des tirs en Ukraine, de tous les endroits possibles. Ça devient louche. Et bien sûr, nos désormais célèbres avions SUBTT et SUBNT sont des avions militaires égyptiens. Et chaque avion qui semble survoler UVU ce jour-là est d'une manière ou d'une autre un avion sous contrat militaire. Alors, sommes-nous censés croire que tout cela est une simple coïncidence ou assistons-nous à une opération militaire évidente? Et voici autre chose que je veux partager avec vous. En regardant ces images, à chaque fois que je pense que quelqu'un est louche ou qu'une personne attire mon attention parce qu'elle est impliquée ou que je veux en savoir plus, il se trouve qu'elle porte un T-shirt bordeaux. Est-ce que vous avez remarqué ça? Ce jour-là, tout le monde, enfin je sais, écoutez, tout le monde est libéral et les gars portent du rose et vous savez, Abercrombie, c'est à la mode. Mais je n'ai jamais de ma vie vu que chaque gars qui attire mon attention porte du bordeaux au point de me demander qui est ce type? Ah, il porte un T-shirt bordeaux. Ah, il porte un T-shirt bordeaux. Tyler Robinson, tout le monde porte un T-shirt bordeaux, comme s'ils avaient reçu l'instruction d'en porter pour se reconnaître entre eux.
Je vous en parle parce que cela revient sans cesse dans mes recherches. Et je pense que ça veut dire quelque chose. Je pense qu'on doit se concentrer sur les hommes, les personnes dans le public qui portent des t-shirts bordeaux. Je ne pense pas que ce soit la couleur de prédilection pour la plupart des hommes. En fait, je voyais cette couleur tellement souvent que j'ai contacté ma source à l'Utah et je me suis dit, c'est peut-être une couleur de l'école. Peut-être qu'en réalité, ils achètent tous des chemises et des t-shirts et que la couleur de l'école pour UVU est le bordeaux. Et il m'a dit que non, ce n'est pas le bordeaux. Donc j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on ne devrait pas ignorer. Je l'ai fait. J'ai réussi à retrouver il y a quelques épisodes. Je vous disais que cette histoire de buisson me semblait un peu étrange. Des gens pensaient avoir vu quelqu'un parler à un buisson. Et j'ai pu déterminer. Qui était cette personne qui sort un peu du buisson? Encore une fois, je ne dis pas que cette personne a fait quoi que ce soit de mal. Mais chose inhabituelle, lorsque j'ai consulté les réseaux sociaux de cette personne, elle avait publié le 10 septembre un message concernant son skateboard par balle. Je ne sais pas s'il s'agissait d'une promotion pour son skateboard ou autre chose, mais elle n'a fait aucun autre message concernant Charlie Kirk. Personne dans sa famille n'a publié de message concernant Charlie Kirk. Vous étiez au premier rang et vous avez vu Charlie Kirk mourir, et moi des invités. Aucun message sur les réseaux sociaux à ce sujet, ça ne m'intéressait pas, je voulais peut-être rester en dehors de ça. Et puis, évidemment, j'apprends que son père est le responsable, et j'espère le dire correctement, le président du temple mormon de Los Angeles. Son nom, la personne qui était derrière le buisson, c'est Jacob Kasparian. Et ensuite, ça devient un peu comme un trou noir en essayant de comprendre qui est son père et quelles sont les connexions de son père avec le Moyen-Orient. Donc, je travaille encore là-dessus. Mais oui, lui aussi portait une chemise bordeaux. Je pense qu'il faut prêter attention à cela à mesure que nous élargissons notre enquête. Parce que si j'étais l'armée et la raison pour laquelle nous n'avons pas fait la promotion de cet événement, et encore une fois, nous théorisons ici. Mais la raison pour laquelle nous avons attendu la toute dernière seconde pour afficher des posters à propos de cet événement, c'était parce que vous ne l'avez pas fait. Parce qu'en réalité, vous vouliez contrôler qui s'y rendait ce jour-là. Vous ne vouliez pas qu'une foule de gens viennent de partout pour voir Charlie Kirk. Vous vouliez contrôler quelles vidéos allaient se retrouver sur Internet. Vous contrôliez toutes les personnes qui filmaient. Je pense même, et il faudra que je vérifie cela, que les personnes qui faisaient du streaming en direct ce jour-là avaient aussi un passé militaire. Si je voulais contrôler tout cela et que je voulais aussi que des civils se présentent, je m'assurerais qu'ils sachent tous qu'il faut porter un certain t-shirt ou un certain chapeau pour qu'ils sachent qui ils sont. C'est moi, si je dirige une opération militaire. Opération, ce que j'ai l'impression de savoir parce que je dirige en quelque sorte une opération militaire pour tout petit. C'est une bonne façon d'indiquer qui, à Disney World, fait partie de votre famille. Tout le monde porte la même couleur. Donc, je pense qu'on devrait être attentif à cela, continuer à suivre notre instinct et à recueillir autant d'informations que possible, car nous nous rapprochons. Ils deviennent, radicaux dans ces non-démentis. Hier, ils essayaient d'en faire une tendance en disant que je m'étais fait piéger par la personne qui m'a envoyé l'email. Je t'ai dit que j'avais remonté l'information pendant des semaines pour m'assurer que tout était légitime concernant cet endroit. Et c'est légitime à 1000%. Et cela a causé beaucoup de panique. Et nous recevons maintenant beaucoup d'appels de personnes qui nous disent que cela a provoqué de la panique. Les avions égyptiens ont bel et bien été amenés à Satis. Et cette personne a ensuite été escortée pour une raison quelconque. Ce dignitaire étranger a été escorté vers cette installation où il mène des opérations conjointes entre le DHS et le DOJ, c'est-à-dire le Secret Service, le FBI et la DEA. Rien de tout cela n'était normal. Nous ressentons tous que rien de tout cela n'est normal. Et pour moi, cela ressemble vraiment à une opération de l'État profond. Et comme je l'ai dit, ils ne s'en sortiront pas comme ça. Nous allons donc faire une courte pause et passer la parole à certains de nos sponsors. Très bien, beaucoup de personnes ont été diabolisées pour avoir défendu la vérité. Je pense que beaucoup ont ressenti l'amertume de l'injustice, mais nous nous sentons aussi incroyablement courageux en ces temps. J'en ai fini de jouer sur la défensive. Je n'édulcore plus ce que je crois pour que ce soit acceptable, car le silence n'est pas de la gentillesse, mais un consentement. En ce moment, un silence assourdissant entoure le sujet des vies fauchées avant leur première respiration. Nous allons nous proclamer défenseurs de la vie et nous devons toujours agir comme tels. C'est pourquoi je vous demande de vous joindre à moi pour riposter par l'action. Seulement 28 $. Voilà le coût d'une échographie gratuite pour une femme en situation de crise qui envisage un avortement.
Aidez-la à voir la vie qui grandit en elle, à lui offrir la vérité que la culture ne donnera pas. Ne restez pas en retrait, n'attendez pas la permission, soyez audacieux, clair et sans complexe pro-vie. Vous pouvez aller dès maintenant sur preborn.org/Candace. Vous pouvez donner 28 $. Vous pouvez donner 10 fois plus si vous le pouvez. C'est la ligne à tenir. Nous devons défendre la vérité et lutter pour ce qui est juste. Nous devons sauver des vies de l'avortement et rester fermes dans l'Évangile. Encore une fois, c'est preborn.org/Candice. Offrez une échographie pour seulement 28 $. Je veux aussi vous rappeler Tax Network USA, car si vous devez des arriérés d'impôts à l'IRS, ils peuvent saisir vos salaires et bloquer vos comptes bancaires. Ils peuvent même saisir votre retraite ou prendre votre maison. Ne laissez pas l'IRS s'en prendre à vous. Appelez les professionnels de Tax Network USA. Leurs avocats fiscalistes et agents agréés sont des experts dans des programmes puissants qui peuvent même vous aider à éliminer votre dette fiscale. Tax Network USA est noté A+, et a permis à ses clients d'économiser plus d'1 milliard de dollars, donc que vous deviez quelques milliers ou quelques millions, ils peuvent vous aider. En un seul appel téléphonique, vous pouvez commencer à mettre fin à ces lettres de mise en demeure menaçantes, à stopper ces avis de recouvrement agressifs et à résoudre vos problèmes fiscaux une bonne fois pour toutes. Mais vous devez agir maintenant tant que vous avez encore des options. Pour une consultation gratuite, appelez Tax Network USA dès aujourd'hui au 1-800-958-000 ou rendez-vous sur tenusa.com/Candace. Ne laissez pas l'IRS agir en premier. C'est tenusa.com/Candace. D'accord. Donc, l'une des choses qui devient de plus en plus étrange chaque jour, c'est que le grand public doit faire semblant que les États-Unis ne sont pas complètement infiltrés par des psychopathes sionistes. Et ça devient vraiment bizarre, non? Ils vont jusqu'à des extrêmes pour nous faire savoir qu'ils détiennent tout le pouvoir et qu'ils feront tout ce qu'ils veulent. Et ils se livrent à une propagande éhontée au service de l'État d'Israël. Je vais donc vous montrer quelques-uns de ces gros titres. Je suppose que je vais commencer par Mike Huckabee. Il est l'ambassadeur en Israël et apparemment, il est totalement sans vergogne. Maintenant, pour revenir en arrière au cas où vous l'auriez manqué en octobre, Mike Huckabee et l'ancien ambassadeur américain en Israël, qui était David Friedman, sont montés sur scène à Jérusalem pour interpréter Sweet Home Alabama. Et par Sweet Home Alabama, je veux dire Sweet Home Jérusalem en hébreu ou quelque chose comme ça. Regardez-le. Et tiens, un défi? Non. Tellement vrai. Veuillez rentrer chez vous à Jérusalem, s'il vous plaît. Seigneur, je rentre à la maison auprès de toi. Je commence à penser qu'Israël veut que nous les haïssions. C'est l'opération psychologique ultime. Ils veulent que nous les haïssions. C'est tout simplement incroyable. Le côté gênant est insoutenable. Et comme si cela ne suffisait pas, Mike Huckabee s'est rendu en Israël pour rencontrer Jonathan Pollard. Bon, Jonathan Pollard, si ce nom ne vous dit rien, est littéralement un espion israélien condamné. Voici le titre. Oui, le voilà. Il a l'air d'un type bien. Un Américain qui a espionné pour Israël dit avoir rencontré l'ambassadeur Mike Huckabee pour le remercier de son soutien, car il l'a effectivement soutenu. Jonathan a passé 30 ans en prison pour espionnage. Des chefs d'accusation après avoir fait semblant de travailler pour le gouvernement américain, alors qu'en réalité, ils transmettaient des documents à Israël. C'est un peu un thème récurrent, notre plus grand allié. C'est juste un thème avec notre plus grand allié. Et malgré sa condamnation, malgré les 30 années passées en prison, certains disaient qu'on devrait être plus indulgent avec ce type. Et Huckabee faisait partie de plusieurs politiciens pro-israéliens qui ont plaidé pour la libération de Jonathan Pollard. Et lorsqu'il a été libéré, il a été accueilli en Israël. Le tapis rouge a été déroulé pour lui, je crois, littéralement. Et je crois que Bibi Netanyahou l'a accueilli sur le tarmac, comme toi tu l'as fait. Tu nous as bien servi. Et peu importe si le peuple américain en souffre, penses-tu que Mike Huckabee dirait « Je ne vais pas le rencontrer parce que cela montrerait que je mets Israël en premier » Mais il y a juste un niveau de sans-gêne qui, je ne sais pas. Qu'a dit Caroline Leavitt exactement? Et ils ont interrogé Caroline Leavitt à ce sujet à la Maison-Blanche. Et elle a déclaré, et je cite, « La Maison-Blanche n'était pas au courant de cette réunion, mais le président soutient notre ambassadeur. » Bien dit, Caroline. Je veux dire, je ne savais pas qu'il allait rencontrer un traître, mais nous le soutenons quand même s'il rencontre quelqu'un pour un traître.
Et la raison pour laquelle nous le soutenons, c'est parce que nous sommes tous des traîtres. Nous sommes tous traîtres. Je déteste tout le monde. Je déteste que cela soit permis. Je pense qu'il est normal que nous détestions que cela soit autorisé. Et nous avons effectivement tout un tas d'espions traîtres. Leur travail, j'imagine, est de nous asservir encore plus à la colonie de gangs au Moyen-Orient, qui prétend avoir été ordonnée par Dieu pour tuer. Et oui, je ne sais pas. Mais il y a quand même un peu de soulagement comique qui arrive. Tim Dillon qui couvre n'importe quel sujet, c'est toujours hilarant, et là il parle de l'occupation de nos médias. Parce que c'est tellement flagrant maintenant, ça n'a jamais été aussi évident, tu vois? Avant d'en venir à ce qu'il a dit à propos de Bari Weiss, je veux vous rappeler que Bari Weiss a fondé et possède au moins en partie le Free Press. Avant de passer à CBS News, elle a quitté le New York Times de façon retentissante en disant qu'il était biaisé et qu'il fallait quelque chose de plus neutre et qu'elle ne pouvait tout simplement pas adhérer à toute cette propagande autour du COVID. Elle allait donc lancer le Free Press et ils allaient revenir à un journalisme pur et dur, réel, sans parti pris. Alors, quel genre de journalisme font-ils au Free Press? D'accord. Ceci est un vrai email. Je ne plaisante pas. J'ai l'impression que vous allez croire que c'est un sketch du SNL qui a atterri dans ma boîte mail l'autre jour, envoyé par un écrivain. Il s'appelle Ashley Reinsberg. Et voici l'email. Je vais simplement vous lire l'email. Le voici. Il dit « Salut Candace. Je prépare un article pour le Free Press sur l'économie. » Oh, l'économie. J'aime l'économie. Ça doit être parfaitement neutre, non? Il ne peut pas y avoir de parti pris ici. Je prépare un article pour le Free Press sur l'économie des contenus politiques à fort engagement sur YouTube et les plateformes de podcast. Je vous contacte pour obtenir un commentaire concernant plusieurs affirmations que vous avez faites dans des épisodes récents, notamment des déclarations sur Israël, la mort de Charlie Kirk et la série Becoming Bridget. Je souhaite également vous interroger sur l'aspect financier de votre activité car il est au cœur de l'histoire. Voici ces 5 questions. Premièrement, depuis la publication de propos anti-israéliens et antisémites, avez-vous constaté une augmentation mesurable du temps de visionnage, de la croissance des abonnés ou des revenus sur YouTube, Rumble ou vos flux de podcasts? Deuxièmement, des sponsors, partenaires publicitaires ou représentants de plateformes vous ont-ils encouragé ou, au contraire, ont-ils exprimé des réserves concernant ce changement de direction dans votre contenu? Troisièmement, voyez-vous une quelconque corrélation entre l'escalade des affirmations et les indicateurs de performance qui vous motivent, comme la rétention, la durée moyenne de visionnage, le CPM, le RPM, la conversion des membres, etc. Dans quelle mesure considérez-vous le contenu conspirationniste comme un choix éditorial plutôt qu'une décision commerciale? Et cinquièmement, pensez-vous que votre contenu récent sur Israël et l'influence juive repose sur des preuves ou le considérez-vous principalement comme un commentaire? Oui, non, et je vais lui répondre. Évidemment, je vais juste devoir ouvrir ça. Je dois passer à ça. Cet onglet SS, tu sais, l'onglet Hitler, qui montre précisément les indicateurs sur la façon dont les gens réagissent à la rhétorique anti-juive, la rhétorique anti-juive. Et il faut juste qu'on récupère ça depuis YouTube parce que je vois qu'on a fait quelques tests et évidemment, les annonceurs ont été, c'est tout le problème. C'est la nature du business, évidemment, c'est que tu ne peux gagner de l'argent. Les seules personnes qui réussissent, qui ont du succès, c'est assez évident, c'est parce qu'elles détestent les Juifs. C'est un peu ce qui est sous-entendu. Pourquoi doit-on faire semblant que c'est du journalisme, non? Tu serais surpris si je te disais qu'Ashley Reinsberg, il vit à Tel Aviv? On ne peut pas inventer ça. Écris juste ton article. Arrête de faire semblant d'être journaliste. C'est tout à fait acceptable. Ton travail, c'est d'écrire des articles à charge, de dire que vous êtes toujours victime, tout le temps, depuis la nuit des temps. Et évidemment, ce n'est pas du tout quelque chose que vous faites qui provoque une réaction, comme s'ils étaient en train de génocider les Palestiniens en ce moment même. Donc, il s'agit de statistiques. C'est à propos de l'onglet SS qui se trouve en coulisses sur YouTube. Donc, je vais récupérer ce contenu. Je vais te transmettre ces statistiques. H. J'ai hâte de voir ça. Pour poursuivre sur ce commentaire, Tim Dillon qui me met toujours dans l'embarras. Je ne comprends pas comment il ne se fait jamais poursuivre en justice. Ça me semble injuste. Comme si je faisais une toute petite remarque. Je fais une blague en mentionnant Alexis Wilkins à propos du contenu de Tim Dillon et on se prend un avertissement. Et elle part en vrille contre moi, pas contre Tim Dillon. D'accord. Je parle de Brigitte et de MKUltra. Brigitte me poursuit en justice.
pas Tim Dillon, qu'elle mentionne pourtant dans la plainte. Donc je demande juste si quelqu'un veut poursuivre Tim Dillon. C'est tout ce que je dis. D'accord, allez vous en prendre à lui, j'apprécie son contenu, c'est sa faute. Voici ce qu'il avait à dire sur la nomination de Bari Weiss, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Elle vient juste d'être nommée. C'est une méritocratie à la tête de CBS News. Écoutez ça. Bari Weiss dit en gros aux gens « Pourquoi ne faites-vous pas semblant que je ne suis pas là pour détruire tout ça? Parce que c'est exactement pour ça que je suis là. Je ne vais pas faire semblant de ne pas faire semblant, j'ai compris. Je n'ai pas le temps de prétendre que je n'ai pas été envoyé en mission pour détruire cette institution de la radiodiffusion historique. Je suis là pour la détruire. Je suis là pour en faire un instrument de propagande d'État. Quel État? Eh bien, on sait de quel État il s'agit. Ce n'est pas l'Amérique. C'est pour devenir un instrument de propagande d'État. C'est tout ce que ça doit être. Ce n'est pas censé être autre chose. Et Bari Weiss, à son crédit, ne fait pas semblant d'être là pour autre chose. Elle demande « Pourquoi y a-t-il des normes et des pratiques? Pourquoi montre-t-il le Palestinien qui tend la main vers le biscuit quand on lui fait sauter la tête? Pourquoi font-ils ça? Pourquoi posent-ils ces questions? Pourquoi disent-ils cela? » Elle est vraiment à 100% engagée. Mon travail, c'est d'éliminer toute voix indépendante chez CBS. Nous sommes là pour détruire le réseau et éliminer toute personne qui se mettrait en travers de notre chemin. Nous sommes là pour diffuser la propagande d'État. C'est pour ça qu'ils sont là. Et pas celle des États-Unis. Pas la propagande des États-Unis, d'ailleurs. Elle est là pour diffuser la propagande israélienne. Elle le sait, nous le savons. Larry Ellison l'a engagé pour ça. Ils ont déjà une liste noire d'acteurs exclus de Paramount. Peu importe. Personne ne s'en soucie. Personne ne regarde toutes ces conneries. Il a tout à fait raison. Je ne comprends même pas pourquoi on doit passer par ce processus. Écrivez simplement l'article. Faites juste la propagande. Vous n'avez pas besoin de nous contacter. Nous savons tous ce qui se passe. Votre travail, c'est de faire de la propagande pure et simple pour nous convaincre que vous allez être l'autorité qui va mettre certains sur liste noire, écrire des articles à charge contre eux et s'assurer qu'ils ne puissent pas fonctionner dans cette économie. C'est l'État. Ils sont l'État et ils veulent que vous le sachiez. Et comme il l'a dit, ce n'est pas l'Amérique. Ce n'est pas pour les États-Unis qu'ils font ça. Je ne sais vraiment pas où tout cela va mener. Où ça va, j'imagine. Est-ce qu'on va nous renvoyer au goulag? Est-ce que les chrétiens vont retourner au goulag? Je n'en sais rien, mais on va sûrement le découvrir. Je vais faire une courte pause pour nos sponsors. Je vais passer à certains de vos commentaires. Bon, vous m'avez déjà beaucoup entendu parler de Nimi Skincare. J'adore ce que leur routine anti-âge en 3 étapes a fait pour ma peau. C'est pourquoi je suis ravie que Nimi Skincare propose aussi une gamme pour le corps. Ils ont le Body Bundle de la gamme Foundation. C'est une routine simple en 3 étapes. Le Botanical Bliss Body Wash nettoie en douceur avec des extraits botaniques apaisants, un gommage au sucre exfolie et hydrate avec de la vitamine C, l'huile de coco et la lotion corporelle réparatrice hydratent en profondeur. Elle rend votre peau douce, hydratée et saine. Comme leur soin visage, la gamme Nimi Body Line contient des ingrédients sains cliniquement prouvés. Le meilleur, c'est qu'elle est fabriquée aux États-Unis par une entreprise fondée sur nos valeurs, foi, famille et liberté. Vous pouvez arrêter de soutenir les grandes entreprises radicales et donner votre argent à une société qui vous respecte vraiment. Prenez soin de votre peau avec des produits fiables. Rendez-vous sur nimiskincare.com et utilisez mon code CANDACE10 au paiement pour 10% de réduction sur votre commande. C'est nimiskincare.com. Je vous rappelle également American Financing, car la Fed vient de baisser à nouveau les taux d'intérêt, ce qui est évidemment une excellente nouvelle pour les propriétaires américains. Si vous vous sentez dépassé à l'approche des fêtes, il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour mettre de l'ordre dans vos finances. Il est difficile de penser aux fêtes quand tout est si cher et que vos cartes de crédit sont déjà au maximum. Avec la baisse des taux, c'est le moment idéal pour rembourser vos dettes. American Financing aide les propriétaires à accéder à la valeur nette de leur maison pour économiser. Ils permettent à des personnes comme vous d'économiser en moyenne $800 par mois et beaucoup obtiennent des taux de 5%, ce qui change tout par rapport à ces cartes de crédit à taux élevés. Si vous commencez aujourd'hui, vous pourriez reporter 2 paiements hypothécaires, ce qui vous donnerait plus de marge pour les fêtes. Découvrir combien vous pourriez économiser ne coûte rien. Les fêtes vont arriver plus vite qu'on le pense. N'attendez pas.
Contactez dès aujourd'hui leur conseiller en prêts hypothécaires rémunérés au salaire. Appelez American Financing au 807 95 12 10. Encore une fois, c'est le 807 95 12 10. Ou vous pouvez consulter americanfinancing.net Owens, americanfinancing.net Owens. Bon, les gars, un peu de ménage. Si vous souhaitez nous soutenir, rendez-vous évidemment sur candaceowens.com. Inscrivez-vous au club de lecture. Nous sommes en retard, mais nous tenons quand même le club de lecture pour continuer à lire Sigmund Freud et la tradition mystique juive. Vous pouvez aussi acheter mon livre en allant sur makehimasandwich.com. Ceci est la version classique. Les exemplaires signés ne peuvent être achetés que sur candaceowens.com. Et pendant que vous y êtes, n'hésitez pas à découvrir nos nouveaux produits dérivés sur le site. Nous faisons actuellement une promotion Black Friday. Vous pouvez utiliser le code BLACK20 pour obtenir 20% de réduction sur tout le magasin. Cependant, cela n'inclut pas les livres. Et cette offre sera valable jusqu'au Cyber Monday. Alors ne ratez pas cette occasion. C'est le bon moment pour acheter des cadeaux pour les fêtes. Meilleur commentaire d'hier. Numéro 1, cette personne écrit « Brigitte pensait que Candace l'avait complètement oublié. » Oui, enfin, écoutez, je ne voulais pas voir l'angle français. Nous avons reçu des tonnes d'emails de personnes disant cela. Et je me suis dit, ce serait vraiment trop fou. Mais vous savez, quelqu'un d'aussi sinistre qui harcèle les gens, poursuit les gens en justice, s'en prend à ceux qui même discutent de la vérité de leur histoire comme ça, c'est un psychopathe déterminé, vous savez, il n'y a aucune honte là-dedans. Et oui, Brigitte est un gangster, c'est un vrai gangster, il n'y a aucun doute là-dessus. Et les gens qui nous envoient des infos comme quoi on devrait creuser davantage du côté de Satis, eh bien c'est vrai, d'ailleurs, on a effectivement enquêté là-dessus. Quelqu'un avait dit qu'à la fin juillet, ils avaient changé de PDG pour l'une de leurs filiales à Hambourg, en Allemagne, ce qui est bien sûr intéressant parce que c'est là que Jean-Michel Trogneux disparaît pendant quelques décennies et va rejoindre l'armée. Et ils l'ont certainement fait. Et que le PDG est israélien et que c'est à Hambourg. Il se passe beaucoup de choses là-bas avec Satis. Et comme je l'ai dit, nous partageons des informations en coulisses et nous nous rapprochons clairement. Je pense qu'Icar vole un peu trop près du soleil. Si ce que nous entendons s'avère vrai, cela va être, transformateur à tous les bons niveaux pour notre société et pour comprendre à quel point cette chose peut être maléfique et sinistre. Le deuxième commentaire le plus important de l'épisode d'hier, c'était censé être toi, est une chose insensée à dire à quelqu'un après un assassinat. C'était dingue. C'était violent. Et moi, écoutez, il y avait une raison pour laquelle j'ai dû faire une pause. Je ne peux même pas vous expliquer ce que j'ai ressenti. J'étais littéralement malade physiquement d'avoir assisté à l'assassinat de Charlie. J'étais malade physiquement en apprenant ensuite que j'étais sur la liste restreinte, qu'ils allaient essayer de me tuer moi aussi. Et puis la culpabilité, tout ce qui allait avec, et ensuite des gens qui essayaient d'effacer ma vie. Malheureusement, je ne connaissais même pas Charlie. C'était juste, je ne sais pas. Je veux dire, et vraiment, si je peux me féliciter pour quelque chose, c'est d'avoir réussi à m'en sortir, parce que tout cela était destiné à me traumatiser. Et c'était traumatisant, mais le but était, je suppose, de me rendre inefficace. Et en fait, maintenant, cela me relie, je pense, à beaucoup d'entre nous, non? C'était censé, je suppose, nous réduire au silence. Et maintenant, nous réalisons, wow, il faut qu'on arrête de se perdre dans les petites querelles politiques et qu'on prenne conscience de ça. Il se passe quelque chose de bien plus malveillant. Et nous sommes tous engagés, nous sommes tous dans cette histoire et nous donnons tout. Nous avons un commentaire de Jamie Pellucci aujourd'hui. Jamie écrit « Nous devrions examiner comment la langue française se traduit en anglais lorsqu'un Français essaie d'inventer une conversation entre deux jeunes amants masculins. Cela pourrait donner quelque chose qui ressemble à une conversation textuelle ridicule. Peut-être que certains mots en français se traduisent par « mon amour ». En fait, le français est une langue très romantique. Oui, c'est tellement une perspective intéressante et créative, là. C'est pour ça que j'adore l'agence d'intelligence décentralisée. Oli Carline écrit « Il nous faut un sweat à capuche avec écrit « Go Max ». The Get Me Out of Here écrit « C'est le 30e anniversaire de ma sœur Amanda. Vous nous avez donné la confiance nécessaire pour mener ce combat avec vous. La vérité en temps de tromperie est l'arme la plus puissante que nous ayons. Je crois que votre but est de montrer la vérité aux autres pour le bien de la prochaine génération. » Bon, à propos des sweats à capuche Go Max. Quand on aura résolu cette affaire, on le fera. Je veux m'assurer qu'on atteigne le maximum. Peut-être qu'on aura même Gone Max ou Went Max. Et joyeux anniversaire à Amanda. Je suis heureux si j'ai pu aider d'une manière ou d'une autre à donner aux gens la confiance de se battre.
Et nous vivons une époque de tromperie immense, mais aussi une époque de révélation extraordinaire. Mary Everbody écrit « Je parie sur les Français ». Maintenant, plus cette chronologie se précise, plus ça devient intéressant, c'est ce que je dirais. Et clairement, cela doit être un organe très puissant. Je veux dire, il doit s'agir de quelque chose ou de quelqu'un d'une telle puissance à l'échelle mondiale qu'il a la capacité d'inspirer la peur au cœur de la politique américaine au point qu'ils sont prêts à mentir au peuple américain, à raconter des mensonges aussi absurdes au peuple américain. Comme Kash Patel, les dirigeants de notre gouvernement nous mentent et nous disent de ne pas croire ce que nous voyons de nos propres yeux. Donc, quoi que ce soit qui se cache derrière eux, oui, ça c'est du pouvoir, d'accord? Ça c'est forcément le pouvoir générationnel. Ce n'est pas du genre « Hey, je suis nouveau ici et j'essaie ça ». Mélissa B., écrit-elle, « Je veux vraiment, vraiment croire que Charlie est sous protection de témoins, que le FBI et le président ont tout manigancé pour coincer bébé. Christ est et sera toujours roi. Je t'aime. » Je peux vous dire que ce n'est absolument pas ce qui s'est passé. Je sais que certains disaient qu'Alec Valala était une émission diffusée en Nouvelle-Zélande. Les gars, si vous pouvez le chercher et découvrir que c'est un programme en Nouvelle-Zélande, ce n'est pas un bon programme, non? Donc, c'est probablement le vœu le plus plein d'espoir que nous avons tous voulu faire. J'ai clairement traversé cette phase où je me disais « J'espère juste qu'il est en vie et que rien de tout cela n'est réel. » Et j'ai ensuite dû accepter le fait que tout cela est bel et bien réel. Et cela était évidemment dû en grande partie à mes contacts qui ont vu le corps de Charlie et qui ne peuvent le nier. Elle de Wanger écrit « J'ai perdu le défi du malaise. » Quoi? Vous n'avez pas aimé Sweet Home Jerusalem? Non? Bizarre. Comme l'écrit Gadgets, merci pour tout ce que vous faites. Continue, Max. Merci à vous. Lux Lulu écrit « Tenez bon. Nous voyons les vertus cardinales dans votre reportage. Ce qui n'était pas secret sera révélé, surtout grâce à votre courage et au courage de vous tous à travers le monde. Des gens ont pris de vrais risques, comme cette personne qui m'a dit qu'un dignitaire étranger était amené au 920 North King. Au fait, ils font comme un faux débunkage en disant que l'avocat de Kittis est dans ce bureau. Donc, pour clarifier les choses pour vous, tout d'abord, il y avait des parties de cette lettre que je n'ai pas lues pour une raison très précise. Deuxièmement, comme vous le savez en regardant l'émission, mon avocat a toujours été Noah. Et la façon dont fonctionnent les procès, c'est que chaque État a ses propres lois. Et donc, quand nous avons été poursuivis de façon inattendue dans le Delaware, Noah doit alors joindre sa licence, ce qui veut dire qu'il est avocat sur cette affaire, mais il doit trouver un cabinet juridique qui nous accepte et qui lui permette d'associer sa licence à la leur afin de pouvoir déposer les documents. C'est simplement comme ça que ça fonctionne. Donc, dans chaque situation, dans chaque procès auquel j'ai participé, vous verrez que ce n'est jamais Noah qui dépose ou qui est mentionné sur les documents pour cette raison. Et cela peut varier d'un État à l'autre, mais j'ai toujours constaté que c'était le cas. Je n'étais pas au courant de cela avant cette lettre, c'est ce que je dirais. C'est ce que je dirais. Je le dis maintenant. Parce que je pense que c'est suffisant à dire. Premièrement, Antonio écrit « Ce Thanksgiving, enlacez les amis ou la famille que vous avez autrefois rejetés ou harcelés parce qu'ils ne votaient pas ou parce qu'ils étaient considérés comme des complotistes, si vous commencez à comprendre comment les choses fonctionnent réellement. Montrez-leur de l'amour quand vous les voyez. Oui, vous devriez absolument faire cela parce que je pense que nous voyons tous que les conspirations sont réelles, à gauche comme à droite d'ailleurs, que des gens disaient la vérité à différents moments et qu'il y a un mal immense et profond, que beaucoup de tout cela n'est qu'une matrice. Le système est truqué. Il n'est pas juste et il ne peut rester truqué que si nous continuons à nous disputer les uns avec les autres. Grey Scout Epsilon écrit « Comment les politiciens américains peuvent-ils agir au nom d'une nation étrangère contre leurs propres citoyens sans être considérés comme traîtres? Parce que tout est faux et bidon. Et évidemment, nous avons tous cet idéal en Amérique d'une méritocratie. N'importe qui peut réussir. C'est complètement fictif. Les lignées familiales dirigent le monde. C'est un peu la conclusion à laquelle je suis arrivée après cette année. Lucky Island écrit « Regardez le podcast de Joe Rogan avec Theo Von m'a un peu rendu nerveux. Joe semblait s'auto-censurer et changer de sujet dès qu'Israël ou des délinquants sexuels milliardaires étaient mentionnés. Je ne l'ai pas regardé en entier. Je sais que Joe Rogan a invité des gens et parlé d'Israël. Il est vraiment allé sur ce terrain. Il a reçu Ian Carroll, donc ce serait inhabituel. Oui, Joe Rogan a clairement pris beaucoup de risques. Je ne l'ai pas vu. Et il a clairement fait la promotion de ce podcast et de beaucoup du travail que nous faisons.
Mais il se peut que, et regardez, tout le monde se fait harceler. Et c'est agaçant de devoir subir en permanence le harcèlement des annonceurs. Et il n'avait peut-être tout simplement pas envie de revivre ça pour la énième fois. Ouais. Bref, les amis, nous avons bien le club de lecture, donc je vais devoir vous laisser. Nous aurons besoin d'environ 15 minutes. Et ensuite, je vous retrouverai sur candaceowens.com. Et pour le reste d'entre vous, on se retrouve lundi.